Nouveau JT Business sur Arc-en-Ciel Télévision. Vous êtes nombreux en train de nous regarder. Merci de votre fidélité. Tout de suite, voici les grandes lignes de ce rendez-vous de l'actualité économique. Nouvel arrêté visant la baisse des prix des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, concrétise ainsi la série des mesures pour lutter contre la vie chère en République démocratique du Congo. Dès l'entame de ce JT Business, vous suivrez les explications. À suivre également l'invité business. Il s'agit de Frédéric Malou, cadre de la société civile. Dans l'entretien qu'il a accordé à votre télévision, il analyse la décision des États-Unis d'Amérique incluant le cobalt congolais dans la liste 2024 de biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. L'échange est donc à suivre. Enfin, le Fonds monétaire international FMI veut alléger les surtaxes qu'il impose aux pays qui dépassent les seuils fixés pour les montants ou la durée de remboursement de leurs emprunts. Les détails sont à suivre. Voilà l'ossature de ce JT Business. Cordial, bienvenue à tous. Premier titre pour commencer, pour lutter contre la vie chère en République démocratique du Congo afin de préserver le pouvoir d'achat de la population, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a signé tout récemment un nouvel arrêté qui revoit à la baisse les prix des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Jean-Luc Tchani pour les explications. Conformément à cet arrêté qui entre en vigueur le jeudi 3 octobre 2024, le prix du litre de carburant dans la zone ouest passe de 3 340 à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Et les gasoils passent de 3 435 à 2 979 francs congolais, une réduction de 13% aussi. Le gouvernement rassure les opérateurs du secteur qu'il suit de près l'évolution de cours du pétrole sur le marché mondial et qu'il est déterminé à préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Dans cette optique, les réformes entamées dans le secteur de la distribution de produits pétroliers se poursuivront avec pour objectif de maintenir une dynamique de baisse sur le marché de biens et services dépendant de ces ressources énergétiques, a indiqué le communiqué du ministère de l'économie. Par ailleurs, pour assurer un provisionnement régulier du pays en produits pétroliers, le ministère de l'économie nationale a commencé à rembourser le manque à gagner supporté par les opérateurs de la filière, tout en veillant à ce que cet effort financier n'aboutisse pas excessivement les trésors publics. Dans le même communiqué, le ministère de l'économie nationale a annoncé également une baisse prochaine des prix d'huile, biens de grande consommation, à la suite de la signature récente par la première ministre du décret portant sur des mesures urgentes de lutte contre la vie chère. Parmi les produits concernés figurent les viandes et volailles surgelées, les poissons surgelés et salés, les laits en poudre, le riz, le maïs et le sucre. Le secteur privé ayant été associé à chaque étape de ces réformes, le gouvernement attend une application rigoureuse de réduction de prix convenue. En tant que régulateur et suivant les instructions du président de la République, le ministère de l'économie nationale lancera au cours de ce dernier trimestre de l'année des missions de contrôle économique visant à identifier et à réprimer sévèrement les pratiques illicites en matière de fixation de prix et concurrence déloyale, a averti le ministère de l'économie. Deuxième titre, en marge de la conférence internationale organisée du 2 au 3 octobre dernier à Luanda, le gouvernement angolais et celui de la République démocratique du Congo ont procédé à la signature du règlement de la commission de supervision du compte commun de la ZIC et de l'accord de partage des revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC, bloc 14-23. Marcus Akenda nous en parle.
Le gouvernement de la RDC était représenté par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, et celui de l'Angola par sa ministre des Finances, Madame Vera Esperança Dos Santos Daves da Costa. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président angolais Joao Lourenço. En date du 13 juillet 2023, la République démocratique du Congo et la République d'Angola avaient conclu un accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun ZIC, située au sud du bloc 14 et au nord des blocs 1, 15 et 31 des concessions pétrolières angolaises. En ses articles 6 et 7, l'accord précité prévoit la signature de l'accord de partage des revenus et des respects des obligations fiscales relatives à la ZIC, bloc 14-23, ainsi que du règlement de la Commission de supervision du compte commun de la ZIC. Le dit règlement fixe les attributions, la composition et le fonctionnement du comité de surveillance du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun, ZIC. Quant à l'accord de gouvernance susmentionné, il établit les règles de répartition des revenus générés par les activités pétrolières entreprises dans la ZIC bloc 14-23. Bien avant, les travaux préparatoires ont notamment permis de dégager un consensus sur les aspects liés aux recettes censées alimenter le compte conjoint, ainsi que la mise en œuvre des mécanismes visant à renforcer la transparence des opérations liées à la gestion du projet d'exploitation pétrolière dont il est question. Sur le plan financier, ce projet de coopération entre les deux États représente plusieurs enjeux pour la RDC, notamment l'accroissement des recettes fiscales découlant de l'exploitation des gisements pétroliers. Selon les sources proches du dossier, les recettes fiscales entendues dans le cadre de ces projets sont évaluées à 5,56 milliards de dollars américains et seront réparties à hauteur de 50% par État. Et puis cet autre titre, le gouvernement de la RDC conteste et dénonce l'inclusion du cobalt congolais dans la liste de biens produits par le travail des enfants ou même le travail forcé. La liste a été établie par les États-Unis d'Amérique. Cette réaction fait suite à la décision justement du département du travail des États-Unis incluant le cobalt congolais dans la liste 2024 des biens produits par le travail des enfants ou même le travail forcé. Merveille Mouhemba, commentaire. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 10 octobre par les porte-paroles du gouvernement, Kinshasa estime que cette décision de Washington ne tient pas compte des efforts ni des avancées majeures enregistrées dans la régulation de l'exploitation minière artisanale et industrielle par l'État. Pour le gouvernement congolais, cette mesure du département du travail des États-Unis ignore délibérément les réalités locales et porte atteinte à la réputation internationale du secteur minier congolais. Au sujet du travail des enfants et du travail forcé dans l'exploitation minière artisanale informelle, le gouvernement affirme que l'entreprise générale du cobalt créée en 2019 s'emploie à viabiliser l'exploitation artisanale au travers des mesures éthiques rigoureusement responsables et transparentes dans l'exploitation du cobalt conformément aux lois congolaises et aux normes internationales en la matière. Quant à l'exploitation industrielle, Kinshasa assure que les entreprises minières locales et internationales qui opèrent en RDC les font dans le respect des lois nationales, des accords et principes internationaux, ainsi que des cadres de gouvernance et de transparence rigoureux. Ainsi, le gouvernement appelle ses partenaires internationaux, y compris les États-Unis d'Amérique, à reconnaître des avancées enregistrées et à intensifier leur soutien technique et financier pour renforcer les mécanismes de traçabilité du cobalt afin de garantir un approvisionnement éthique et conforme aux normes internationales, ajoute le porte-parole. Tout en reconnaissant la nécessité de maintenir une vigilance accrue sur ces questions, le gouvernement congolais encourage les autorités américaines à adopter une approche équilibrée qui ne compromet pas l'accès des entreprises congolaises et internationales opérant en RDC aux marchés internationaux, mais qui soutient les efforts de la régulation en cours, car en tant que producteur majeur du cobalt au niveau international, soit environ 73% de la production mondiale, la RDC est appelée à jouer pleinement son rôle de pays solution pour une économie verte et circulaire. Place à présent à l'invité
du JT Business. Il s'agit de Frédéric Malou, cadre de la société civile. Dans cet entretien qu'il a accordé à votre télévision, il revient notamment sur la décision des États-Unis d'Amérique incluant le cobalt congolais dans la liste 2024 des biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. Ici, je vous prie de suivre cet échange. Monsieur Frédéric Malou, merci de nous recevoir. Vous êtes cadre de la société civile et membre du Réseau Sud. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique incluent le cobalt congolais dans la liste 2024 des biens produits par le travail des enfants ou travail forcé. D'abord, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Oui, cela signifie que si notre cobalt est inscrit sur cette liste, ça veut dire qu'il ne sera pas acheté par les entreprises qui en ont besoin. Alors, à la société civile, comment vous commentez cette décision de Washington? Alors, à la société civile, moi je pense que c'est une très mauvaise décision, dans la mesure où la RDC, depuis un certain moment, a fourni beaucoup d'efforts et est en train de fournir beaucoup d'efforts pour voir comment assainir la chaîne d'approvisionnement. Vous avez, comme je l'ai dit tantôt, vous avez le code minier qui est en train de réprimer ce travail des enfants. En dehors du code minier, vous avez le code de la famille, vous avez le code du travail, vous avez le gouvernement congolais a fini même par mettre en place une stratégie nationale sur la sortie, sur le travail des enfants dans le mine. Donc tout ça, ce sont les efforts qui sont fournis par le gouvernement pour voir dans quelle mesure éliminer ou assainir la chaîne d'approvisionnement. Mais en dehors de ça, vous avez aussi les consommateurs finaux qui aussi ont mobilisé et disponibilisé suffisamment de moyens auprès des ONG internationales qui se sont engagées aussi dans l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement. Donc, pour un pays comme le nôtre, dont le budget est basé foncièrement sur le mine, prendre une décision comme celle-là, c'est condamner la population à mort en quelque sorte. Et donc la conséquence sera ressentie sur l'économie nationale, beaucoup plus en ce qui concerne les prévisions budgétaires. C'est ce que vous vouliez dire? Oui, oui. Donc, parce que notre budget, quand vous prenez la loi de finances qui a été déposée, déjà, il y a une loi de finances, un projet de loi de finances qui a été déposé, qui naviguait autour, je crois, des 18 milliards de dollars. Mais ça veut dire que si cette décision s'applique, il sera difficile d'atteindre ces 18 milliards de dollars. Et si déjà, depuis toujours, on se plaint pour dire que les besoins de la population ne sont pas satisfaits, donc avec cette décision, la conséquence logique sera que la population souffrira encore beaucoup plus davantage, et même le peu de moyens que le gouvernement pouvait mobiliser pour prendre soin de cet enfant-là, en tout cas, sera pas mobilisé. La réaction de la société civile va dans le sens de celle du gouvernement de la République, puisque sa réaction n'a pas tardé. Pour Kinshasa, c'est vrai que le gouvernement a contesté et pense que cette décision de Washington ne tient pas compte des efforts qui ont été fournis ou des avancées enregistrées dans la régulation de l'exploitation minière, que ce soit artisanale comme industrielle. C'est bien cela? Oui, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts que le gouvernement a essayé de fournir pour voir dans quelle mesure pouvoir éliminer la présence des enfants ou ce qu'ils appellent le travail forcé dans les secteurs miniers. Vous remarquerez qu'au niveau d'abord du secteur minier artisanal, il y a des sites qu'on appelle des zones d'exploitation minière artisanale. Et dans ces zones-là, il y a des services d'alerte qui sont là, qui sont en train de contrôler, de vérifier, de se rassurer que les enfants ne sont pas là. Vous voyez? Alors ça, ce sont des initiatives, des efforts que le gouvernement fournit. Mais en dehors de ça, nous avons une stratégie nationale qui porte sur le travail des enfants dans le mine. Et cette stratégie donne un certain nombre d'axes, même pour certains partenaires qui voudraient intervenir ou accompagner l'État
dans la lutte contre le travail des enfants, peuvent trouver de fenêtres sur lesquelles ils peuvent s'accrocher pour voir dans quelle mesure s'associer à ces efforts-là que le gouvernement est en train de fournir. Mais avec une telle décision, c'est la dernière question, est-ce que la RDC jouera encore son rôle de pays solution pour une économie verte, étant donné que justement le pays est producteur majeur de cobalt au niveau international avec environ 73% de production mondiale? Déjà, c'est une façon de priver à la RDC d'assurer ce leadership, de jouer ces rôles-là. Parce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, dans la transition énergétique, on ne peut pas parler de cette transition s'il n'y a pas de minerais de transition, dont le cobalt, qui figure parmi les minéraux de transition. Et quand vous prenez le réserve que nous avons en cobalt, il est tellement important et ces réserves-là nous permettent d'assurer ces leaderships-là. Donc, il n'est pas possible que nous puissions jouer ces rôles parce que cette décision voudrait dire simplement que arrêtez, n'exploitez pas votre cobalt. Et même si ce cobalt est exploité, il n'y aura pas des acheteurs. Donc, c'est une décision qui concerne les acheteurs déjà à leur niveau, dans la chaîne d'approvisionnement, parce que tout acheteur, on sait facilement suivre sa chaîne d'approvisionnement. Il est possible de savoir d'où il est en train de s'approvisionner et quelles sont ses sources d'approvisionnement. Alors, s'il est indiqué que les sources d'approvisionnement de certains parmi eux, c'est la RDC, ce sont eux qui couriront des sanctions. Par conséquent, personne ne voudra prendre les risques de venir en RDC pour chercher le cobalt. Ils vont s'abstenir. Voilà. Voilà, M. Frédéric Malou, merci. Merci. Frédéric Malou, cadre de la société civile. Autre titre dans la suite de ce JT Business. En international, le Fonds monétaire international, le FMI, veut alléger les surtaxes qu'il impose aux pays qui dépassent les seuils fixés pour le montant ou soit la durée de remboursement de leurs emprunts. Arcel Logis nous en parle. Des sources renseignent que le FMI applique deux types de surtaxes. Allusion faite aux surtaxes basées sur la quote-part quand à la somme de crédit accordée à un État dépasse 187,5% de la quote-part d'une part. D'autre part, l'on parle de surtaxes basées sur la durée. Ce dernier s'applique aux prêts d'un pays dépassant 187,5% de la quote-part non remboursée après 36 mois ou 51 mois, selon le type de crédit accordé par le FMI. La surtaxe basée sur le temps s'ajoute ainsi à la surtaxe basée sur la quote-part quand un pays dépasse le seuil d'emprunt au FMI pendant plus de 3 ans ou pendant plus de 4 ans et 3 mois. Les experts soutiennent que ce système alourdit ainsi le fardeau de paiement de la dette. Au lieu de soutenir leur population en finançant les services sociaux, ce pays coupe dans ses dépenses et rembourse toujours plus d'intérêts et de pénalités. Selon Bloomberg, le conseil d'administration du FMI s'est réuni récemment pour examiner 3 modifications potentielles de ce système, connu également sous les noms de surcharge. La première option d'allègement de frais supplémentaires aux pays qui empruntent trop au FMI consiste à relever le seuil à partir duquel les surtaxes sont imposées aux emprunteurs. La deuxième option, c'est la réduction du montant des surtaxes et la troisième porte sur l'abaissement du taux d'intérêt appliqué par le fonds sur le prêt. Dans la suite de ce JT Business, 3 titres en bref et en images. Tout d'abord, le sac de ciment gris se négocie depuis quelques jours à 55 000 francs congolais au lieu de 45 000 francs congolais comme d'habitude à Kinshasa, capitale congolaise. Les vendeurs, grossistes et détaillants du ciment gris attribuent cette hausse à la rareté de ce produit sur le marché de la capitale. C'est l'une des conséquences directes du mouvement de grève de l'association des transporteurs poids lourds de Kinshasa et du Congo central. Et du coup, c'est la spéculation sur le prix pour ceux qui ont encore un petit stock. La situation concerne également d'autres produits, notamment les vivres frais et d'autres produits manufacturés en provenance de l'extérieur via le Congo central.
Ensuite, la première ministre Judith Suminwa a échangé récemment avec le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Il est commandant du service national. C'était au sujet de la possibilité d'accroître les activités de cette entité rattachée à la présidence de la République. Lors de cette entrevue, Jean-Pierre Kasongo Kabwik a annoncé à la chef du gouvernement que le service national élabore un plan triennal de sa redynamisation. D'après lui, ce plan triennal vise à améliorer les activités de cet organisme public spécialisé sur l'ensemble de la République. Enfin, le parquet fédéral belge a ouvert une enquête portant sur des soupçons de blanchiment à l'encontre de l'ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, et de 5 autres personnes. Des centaines de milliers de dollars ont transité de façon suspecte via la Belgique au départ de la République démocratique du Congo. L'enquête a été confiée depuis l'an dernier à une juge d'instruction de Nivelles et porte sur des faits supposés de blanchiment selon les informations obtenues et ses partenaires de l'enquête internationale Congo Hold Up, dont les journaux belges Le Soir, de Standard et le média d'investigation français Mediapart. Elles ont été confirmées depuis par le parquet fédéral de la Belgique. Nous vous le disions, Deogracias Mutombo n'est pas le seul visé. Un autre cadre de la BCC et 4 autres personnes sont soupçonnées d'avoir participé. Aucun d'eux n'est inculpé jusque-là, mais l'instruction se poursuit, se contente de préciser le parquet belge. Madame, Messieurs, à présent, voici le tableau des prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo sur les marchés internationaux. La semaine du 30 septembre au 5 octobre 2024, selon justement les données du ministère du Commerce extérieur. Des produits miniers marchands, notamment l'or, accusent une hausse de prix sur le marché international au cours de la période du 30 septembre au 5 octobre 2024 et se négocie à 84,76 $ américains le gramme, a-t-on lu dans le communiqué du ministère du Commerce extérieur. Le même communiqué a relevé que plusieurs produits miniers marchands autres que l'or, à savoir le cobalt, le zinc, l'étain, l'argent ainsi que le tantal ont accusé également une augmentation des prix sur le marché international au cours de la période sous examen. Ces produits se négocient respectivement à 23 867 $ la tonne, 2 898 $ la tonne, 32 040 $ américains la tonne, 1 $ américain le gramme et 217 $ américains le kilogramme. Et tout de suite, voici la tendance des prix des denrées alimentaires des grandes consommations à Lubumbashi, la période ou la semaine du 30 septembre au 5 octobre 2024, selon les tableaux qui est affiché. Un carton de cuisse poulet se négocie entre 91 500 francs et 49 000 francs congolais selon les poids. Justement, la qualité aussi. Un carton de chinchard se négocie entre 168 000 francs congolais et 113 000 francs congolais. Un carton de tilapia se vend à Lubumbashi entre 74 000 et 42 500 francs congolais, alors qu'un sac de farine de 25 kg se vend entre 55 000 francs congolais et 48 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg se vend à Lubumbashi entre 80 000 et 70 000 francs congolais, alors qu'un sac de sucre de 25 kg se vend actuellement à 85 000 francs congolais. Un sac de braise se vend à Lubumbashi entre 35, 30, voire 25 000 francs congolais, et un bidon d'huile végétale de 5 litres se vend à 30 000 francs congolais. Et pour finir, voici le cours d'échange fin semaine sur le segment officiel, c'est-à-dire en interbancaire, selon les données de la Banque centrale du Congo, la mère des banques. 1 euro équivaut à 3 156 francs congolais. 1 dollar américain équivaut à 2 851 francs congolais. 1 franc CFA équivaut à 4 francs congolais.
Un rand sud-africain équivaut à 164 francs congolais, alors qu'un kwacha zambien équivaut à 108 francs congolais. Nous sommes sur le segment officiel, c'est-à-dire selon le taux communiqué par la Banque centrale du Congo. Et c'est par là que ce JT Business s'achève. Merci de nous regarder. Restez avec nous.